Hop les bipèdes. Juste avant de commencer cet épisode, un tout petit disclaimer. Il a été enregistré pendant le Festival d'Annecy 2022. À l'époque, la date de sortie d'Oni n'était pas encore publique, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez qu'on fait un peu la fine bouche comme ça, dire oh je sais pas, machin. Il y avait beaucoup de choses qui étaient secrètes. Aujourd'hui, la série elle est totalement disponible sur Netflix, donc vous pouvez y aller regarder ça sans problème. Mais on espère quand même que vous apprécierez ce podcast un petit peu spécial. Bonne écoute. Et bonjour les bipèdes, vous avez bien reconnu que ce n'était pas la voix du doc, mais bien de Néo. Petite émission spéciale, grosse émission spéciale, émission normale spéciale, pour Annecy. Ouais, c'est ma première fois, je bafouille, c'est normal. On est à Annecy, on continue nos petites interviews spécifiques là, pour le coup, dans le cadre du festoche. Et je suis accompagné de notre cher Djeko. Salut les bipèdes, et voilà. Il y a pas que moi qui bafouille. Les bipèdes. Mais en même temps, c'est le matin, tu vois, je suis pas bien réveillé, mon café était pas ouf. Par contre, la vue est absolument géniale, on est à Annecy. 4e jour, c'est ça? 5e maintenant. 5e jour. Ouais, Putain, je suis vendredi vraiment matin. défoncé, quoi. La fatigue accumulée avec toutes les conférences, toutes les animes, toutes les previews, toutes les émotions aussi, parce que on a pleuré, on a rigolé, on a kiffé. Heureusement que tu rentres aujourd'hui finalement. Ouais, je rentre malheureusement aujourd'hui. Les prochaines émissions Annecy ne se feront pas avec moi. Par contre, on a l'extrême honneur d'avoir une invitée un peu spéciale aujourd'hui. Évidemment, pendant ce festival, il y a un projet incroyable de Netflix qui va être présenté, qui s'appelle Oni, Thunder's God Tale, c'est ça? C'est ça. Et nous avons, vous avez entendu, la superbe, magnifique Lise-Marie Amar avec nous. Bonjour. Bonjour Lise. Qui va nous parler un petit peu de son parcours, de son rôle dans ce projet, parce que c'est une femme qui a une position importante, un poste très important et qui est assez obscur pour beaucoup de graphistes, hein, finalement. C'est Production quoi ton manager. poste ? Ouais, production manager. Donc c'est le principe, c'est un peu comme un chef d'orchestre. Dans l'idée, vous avez plein de talents avec les graphistes et Ouais. vous êtes là pour que tous les talents fassent un son harmonique finalement et donc une image qui rentre bien et il faut gérer que Du coup, t'as tout le une monde petite soit bien. baguette et tu tapes sur les graphistes pour qu'ils fassent des images. On fouette, ouais. Ouais, C'est ça, d'accord. exactement. Non, on essaye de faire ça avec douceur, mais l'idée c'est de rappeler aux graphistes que oui, il y a l'aspect artistique et ça c'est ce qu'ils doivent apporter et c'est ce qui est fun, mais il y a aussi l'aspect quota, temps de travail, Gestion de budget, gestion de etc. budget, voilà. en train de nous On dire va que- venir en détail dedans. D'accord. Vas-y, tu voulais dire quelque chose, Djeko? Genre ton logiciel de 3D à toi ou de Shotgun. graphite. C'est ouais. Shotgun. C'est Shotgun. J'allais dire Excel, mais c'était Non. vachement condescendant. C'est Shotgun et ça reste un énorme labyrinthe pour tout le monde, je pense. Mais Et ben pendant cette petite heure, on va parcourir ton parcours. Allez, hein, une fois n'est pas coutume. Et on va parler un tout petit peu d'Oni. Évidemment, tu vas être sous une NDA très forte et tu vas pas pouvoir dire énormément de choses. ça va être vraiment un tout petit peu. Mais c'est super cool, c'est rare qu'on ait comme ça un truc dans l'actu, une personne qui peut nous parler d'un projet qui en plus va être présenté cet après-midi À 14h, ouais. pour la première fois. C'est ça. Mondial. Ouais, on a sorti un teaser la semaine dernière et là on a Dice Tutsumi, Robert Kondo et Sarah qui sont les réalisateurs et la productrice de Tonko House qui présentent la série au monde avec des images exclusives. Tonko qui avait fait The Dam Keeper, qui avait vraiment marqué le monde de l'animation. Exactement, qui a été nominé aux Oscars il y a quelques années, ouais. Mhm. Et Très du beau coup, moi, à court-métrage. ce moment-là, je serais dans le train de retour pour Paris. Il y a moyen que tu m'envoies ça sur mon téléphone ou pas? Ah, ça va Non, être compliqué. tu rates. C'est pour ça qu'il faut venir à Annecy, les gars. Ah bah oui, alors là, oui. Il y a des choses C'est qu'on clair. peut voir qu'à Annecy, ouais. Ouais. Non, vraiment des trucs un peu exclusifs, c'est vraiment très très cool. Avant de commencer, donc je rappelle à tous nos bipèdes et à nos auditeurs, que on a un petit Patreon. Vous pouvez nous soutenir pour $1, $3 et $5, comme je dis à chaque fois. Voilà, si vous avez vraiment envie de soutenir l'émission, évidemment tout est gratos comme d'habitude. Cette émission sera par contre pour nos Patreon bipèdes, c'est un cadeau puisque on a quelques émissions qui sont réservées aux Patreon bipèdes, en tout cas pendant un certain temps. Et voilà, vous avez évidemment les dons PayPal et le Spreadshirt, etc. Voilà, vous pouvez nous soutenir, c'est tout ce que je voulais dire. On attaque direct dans le vif du sujet. Eh bien, vas-y, Lise, je te laisse te présenter. Qui es-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'accord. Et que fais-tu? Du coup, je m'appelle Lise-Marie Amar. Je suis née à Paris. J'ai grandi à Paris et pas spécialement dans l'animation du tout. Au contraire, on est dans une famille plutôt... mon père est avocat, ma mère est dans la finance, donc tout ce qui est artistique, on est très loin de tout ça.
Et en fait, ce qui est marrant, c'est que mon frère, il a l'oreille absolue et c'est un garçon qui compose de la musique de cinéma pour le plaisir. Et moi, à l'inverse, je suis fan de tout ce qui est fantastique, Harry Potter. J'ai baigné là-dedans petite. Et donc, j'ai toujours eu cet attrait pour la 3D, sans vraiment savoir que c'était un attrait pour la 3D. Et je suis partie faire mes études en Angleterre quand j'avais 17 ans après le bac. Et j'ai fait business management parce que j'avais pas exactement d'idée de ce que je voulais faire. Et au fur et à mesure de mes études, je me suis vraiment dit que cette passion pour le cinéma, elle me quittait pas. Mais j'avais pas de skills particulières, j'avais pas appris quoi que ce soit d'utile pour le cinéma à l'université. Et donc en fait, je l'ai tenté un peu au culot. Donc j'ai envoyé des CV à toutes les boîtes de prod du monde entier, en disant bon bah je viens de finir mes études, qu'est-ce que quelqu'un veut de moi? J'ai fait une entretien pour être runner dans un studio. Et en gros, quand ils m'ont proposé l'entretien, ils m'ont dit tu vas venir passer 4 heures. Et ton job, ça sera de servir le thé et le café dans des conférences pour les clients. Et sur le coup, je me suis dit mince, c'est pas exactement Raté. c'est pas exactement ce que je veux faire, donc j'ai dit non. Et j'ai pris un risque parce que j'avais personne d'autre qui me répondait. Et finalement, il y a une boîte qui m'a répondu, Framestore à Londres. Pas n'importe laquelle. Voilà. Ils m'ont répondu en me disant on peut pas te donner un job de production. Par contre, si tu veux, tu peux être l'assistante du CTO. Chief Technology Officer, qui s'appelle Steve McPherson, que j'apprécie beaucoup. Et si tu veux, tu peux faire ça. Et je me suis dit, bon, c'est un pied dans la porte, je sais plus comment on dit. Ouais, un pied dans le milieu, Voilà. un premier saut dans le grand bain. C'est ça. Et donc, je suis arrivée là-bas, et Steve McPherson, le CTO, me dit que ce job, c'est pas un job qui est destiné à ad vitam. Ça veut dire, on n'est pas censé rester dans ce poste des années. Le but, c'est de faire ça 1 an, 2 ans, et ensuite de passer peut-être en production ou en graphisme pour ceux qui veulent, etc. C'est comme un poste de runner, mais un peu différent. Et donc j'ai fait ça, et pendant mes heures, en dehors de mes heures de travail, en fait, je montais aux étages voir les graphistes pour voir un peu ce qu'ils faisaient, comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Et à ce moment-là, ils faisaient Gardiens de la Galaxie 2. Donc je m'asseyais avec les compositeurs et je regardais les images et ils m'expliquaient le pipeline. Les étoiles plein les yeux. Ouais. J'avais 21 ans, j'étais au summum. Oh, vache. Et au bout de 3 mois, la RH me demande s'il y a quelqu'un qui démissionne sur Gardien de la Galaxie en assistant de production. Elle me demande de venir. Et moi, ça faisait que 3 mois que j'étais avec le CTO, donc j'ai dit non. Parce que j'essayais de faire ça le plus réglo possible quand même. 3 mois, c'est vraiment très court. Au bout de 6 mois, ils avaient toujours pas trouvé, donc j'ai dit oui. Donc j'ai eu le blessing de mon CTO qui m'a dit je comprends, vas-y. C'est cool ça. Ouais, c'est vraiment ouais, top, c'était vraiment important parce que à la fin c'est aussi grâce à lui que j'ai pu commencer et je voulais pas le planter quoi. Je vais faire un écho, tu vois, tout début de la semaine d'Annecy, là, Woman in Animation, où on avait eu pas mal de... Enfin, on avait un témoignage en l'occurrence d'une nana qui disait que son sup il voulait pas forcément la faire monter parce qu'il avait trop peur qu'elle se fasse bouffer par les autres requins, etc., etc. Et tu vois, c'est trop cool d'avoir eu cette opportunité. Je sais pas s'il aurait eu peut-être la même... Je suis pas féministe particulièrement, mais peut-être qu'il aurait pas eu la même réaction avec un homme, dans le sens où on s'inquiète quand c'est une fille. C'est sûr, c'est probable, oui. C'est probable, voilà, et j'ai pas eu ça avec lui. Au contraire, je pense qu'il a vu que j'étais déterminée et que de toute façon j'allais y aller, que ce soit maintenant ou dans 6 mois. Donc j'ai pu y aller. Mon premier jour, c'était le 2 janvier 2019 de production. Du coup, 2 janvier 2019. Assistante de production de Gardiens de la Galaxie 2. De quoi non ? Non, vas-y. Ouais. C'est quand même cool. Ouais, très cool. J'avais des étoiles plein les yeux. Je m'étais acheté une veste en cuir avec marqué Wonder Woman derrière. Enfin, j'étais au maximum de mon... J'étais très heureuse. T'as confiance. Ouais. Donc t'étais pas... Et du coup, la pression qui commence à arriver doucement. Mais pas du tout. Mais je peux pas vous dire à quel point j'avais juste tellement envie de ça que j'avais la dalle. Ouais, okay. Et c'était les 3 mois de livraison du film. Il y a pas les images dans un podcast, c'est dommage, mais là il y a un body language, on voit que la meuf, elle est déterminée. J'ai la dalle. Elle te défonce si tu la laisses pas passer. Ah ouais. Mais un lion en cage, c'est ça. Et donc j'arrive, je fais mes premiers jours, et comme c'était la livraison, vous avez bien sûr les équipes de production qui sont en burn-out total, parce que eux, ça fait 2 ans qu'ils sont sur le projet, que c'est une production très intense, Marvel c'est spécial, et donc souvent les coordinateurs ne venaient pas une journée, annulaient, prenaient des jours off. Il y avait plein de jours où il fallait que quelqu'un remplace. Coup de bol, comme il y avait quelqu'un à remplacer, moi j'ai pu apprendre énormément très vite parce que je l'ai remplacé. Et en fait en 3 mois je me retrouvais à faire, je faisais du 7h, 2h du mat tous les jours.
Mais personne m'a demandé, hein, je blâme personne du tout, mais j'avais tellement envie. C'était pas une demande de la boîte. Ah non, j'avais tellement envie. En plus, les heures sup étaient pas payées, elles sont toujours pas, je crois d'ailleurs, chez Framestar. Mais j'avais la dalle. Et en plus, ça me permettait de me retrouver avec le VFX superviseur de Gardiens de la Galaxie 2 chez Framestar, tout le temps en one-to-one, en délice, à regarder les images. J'apprenais beaucoup plus, en fait, j'emmagasinais beaucoup plus de skills et d'infos. Donc en 3 mois, j'ai level up comme il faut. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit à un moment donné de te dire je vais peut-être mettre les mains dans le cambouis? Parce que je crois que t'es resté tout le temps en production. Ouais. Enfin, en management, quoi. Alors, j'ai validé un plan compo. Si vous voulez tout savoir, il y a un plan où c'était, il y a un personnage qui s'appelle Ayesha dans Gardien de la Galaxie 2 qui est tout en or. Il y avait un compositeur qui arrivait pas à faire, comme elle est tout en or, il fallait repeindre sur son visage pour cleaner un peu le make-up des plates qui étaient sales. Et il y arrivait pas et j'ai réussi à faire le nez, à le faire valider. Des petits trucs comme ça. J'ai mis la main plutôt chez Guff dans la 3D, mais dans l'animation, mais pour les quilles, pour des poses. Mais j'ai pas la fibre artistique. Moi, j'ai vraiment la fibre permettre aux gens de faire ce qu'ils font le mieux. Mm-hmm. Mais j'ai pas cette créativité où je pense pas en être capable. Et du coup, peut-être tu peux nous expliquer quel est le taf au quotidien, permettre aux gens de faire ce qu'ils font de mieux, ça veut dire c'est quoi? les libérer ça veut dire de les guider, non, c'est surtout les libérer de tout l'aspect qui est pas lié à eux, c'est-à-dire que eux ils sont là pour faire des belles images et tous les jours on leur demande de faire plusieurs itérations. Il y a du stress, c'est en flux tendu tout le temps. Donc le but c'est que eux n'aient pas à s'inquiéter du planning, je sais pas, de quel meeting à quel meeting ils doivent aller, les délices, faire en sorte que tout roule le plus fluidement possible finalement. Et que toi en tant que graphiste tu te focuses sur ton taf. Exactement. Fabriquer l'image en fait. Et pas à la fioriture autour. Et c'est toi aussi qui es en charge de leur donner les tâches qui conviennent. Aujourd'hui oui, à l'époque sur Gardien de la Galaxie non. Sur Gardien de la Galaxie moi j'étais là pour aider n'importe qui avait besoin d'aide, par exemple les superviseurs s'ils avaient besoin d'un déjeuner, j'allais le chercher. J'étais là pour mettre à jour les agendas, c'était vraiment encore très basique, il n'y avait pas tant de 3D. Mais en remplaçant les coordinateurs, j'ai pu apprendre les notes shotgun tout court, des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand tu commences, tu mets pas les mains dans le cambouis tout de suite. Mais par exemple, j'ai pu créer un lien beaucoup avec ces graphistes puisqu'on était dans le floor avec eux. Mm-hmm. Donc juste le fait d'avoir ce lien social, eux, je pense que ça leur a fait du bien d'avoir un lien avec la production qui n'était pas forcément lié à la performance. Ça va être intéressant d'en parler par rapport à Oni, puisque l'expérience a été complètement différente. Je te laisse finir juste rapidement ton parcours. Donc après Framestar, Après Framestar, je suis passée coordinatrice sur 2 projets. Je me suis spécialisée animation. J'ai fait Paddington 2 et ensuite Mowgli, le film d'Andy Serkis sur Netflix. Après, je suis rentrée en France. C'est ton téléphone? Si vous avez entendu les petits bips, c'est son téléphone qui n'était pas en silencieux. Il n'y a pas de souci. Vas-y, à toi. Je suis rentrée en France et j'ai été chez Illumination MacGuff au marketing, où là j'étais line producer de tout ce qui est animation, VFX, CFX et les bakes, donc les deux. Line producer, ça veut dire que je gère le planning, les assignations, les shots tous les jours, le suivi des graphistes, le suivi des plans, la présentation réelle, la présentation, les envois à Los Angeles pour le marketing. Le marketing, c'est vraiment toutes les pubs. Voilà, que les gens comprennent. À MacGuff, le marketing, c'est pas juste faire de la promo pour les films, mais il y a aussi les courts-métrages qu'ils font à côté. Les poses pour les figurines McDonald's, tout ce qui est lié aux franchises MacGuff, toutes les pubs qui peuvent sortir. Par exemple, le Grinch a fait des pubs avec des compagnies téléphoniques aux États-Unis. C'est beaucoup aux États-Unis, parce que c'est vrai que chez nous, on n'en voit pas tant que ça, à part McDo pour Pets. Donc j'ai fait ça 1 an et demi. Après, j'ai été débauchée par Unitimage, où là, j'ai été production manager pendant 1 an. Et là, c'était plutôt spécialisé réaliste. Il y avait pas tant de keyframes que ça. C'était beaucoup de motion capture, beaucoup de trailers de jeux vidéo. Donc, j'ai fait beaucoup de League of Legends. C'est marrant, on a fait une interview de Dorian Marche. Ouais, j'ai bossé avec lui 1 an, ouais. Eh ben, on l'a eu il y a 2 jours. Ouais. D'accord. Ouais, j'ai pu. On a pu l'échelle de temps, là, mais. C'est un très bon lighting supervisor, ouais. Et après Unit. Et après Unit, j'ai été débauchée pour ce projet Oni, pour lequel on est là aujourd'hui à Annecy. Très bien. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire De Oni? Ouais. On y va direct dans Oni?
Et puis après, on retournera sur ton rôle dans le projet. Vas-y, Ok. ouais, carrément. Ouais. Oni, c'est une série du coup réalisée par Tonko House, un studio fondé par Robert Kondo et Daisu Tsutsumi, qui sont des anciens de Pixar. Après leur expérience chez Pixar, ils ont fait le Dam Keeper, et du Dam Keeper, ils ont réussi à lancer la série qu'ils avaient écrite, qui est Oni. Le style, c'est de la 3D, mais qui ressemble beaucoup à de la motion capture. D'accord. À la base, le rêve de Dai, c'était de le faire en motion capture. Mais c'est vrai que la motion capture, c'est vraiment une skill particulière, et finalement, ils se sont tournés vers la 3D. Et Oni, c'est l'histoire d'une petite fille. Tu voulais pas dire le... J'ai dit motion capture? Oui. Non, stop motion. Stop mo. Pardon, ouais. Oui, stop mo. Pas du tout. Pardon, stop motion. Parce que ça va expliquer après le style du show. Donc, Ouais, en blocking, c'est ça. L'animation est tout en blocking, donc on fait du 12 frames par seconde plutôt que du 24. Donc c'est animé comme ça directement? Ouais, c'est ça. On se posait la question hier si c'était animé, que vous coupiez des frames après. Il y a des studios qui font ça comme ça à cause des simulations, mais nous, sur Oni, il n'y a pas de simulation de close, ou très peu. Enfin, c'est de l'animation, en fait, qui frame. Donc, on n'a pas eu ce sujet de faire du 24 frames et ensuite de revenir à du 12 frames et couper les frames. Et ça a été une production qui a duré 4 ans. Moi, j'ai fait 2 ans de fabrication. Production manager, du coup. En production manager. Et en fait, Tonko House a voulu vraiment que la série soit faite par des Japonais. C'était très important pour eux parce que Robert et Daisu sont japonais. Voilà, exactement. Mais le studio de 3D est japonais. Il est à Tokyo. Il a été ouvert par un homme très talentueux qui s'appelle Christophe Rodo et son collègue Daniel. Tous les deux venaient d'ILM Singapour et ils ont décidé d'aller à Tokyo ouvrir leur studio. Et c'est un studio qui est d'habitude spécialisé dans le VFX, vraiment dans les FX, tout ce qui est, ça bombarde. Ouais. Ça bombarde surtout de la simulation d'eau, de tsunami, de trucs vraiment costauds. Et eux, en fait, ont cherché une production manager, et comme Christophe était français et moi aussi, quand on a été mis en contact, on s'est très bien entendu, et ça a été très vite, quoi. Je fais un entretien le vendredi, le lundi, j'ai commencé. Mais c'était en remote. Au Japon? Non, alors, justement, c'était en plein Covid. À la base, on avait prévu que je puisse faire des allers-retours et que peut-être j'aille un moment là-bas. Mais avec le Covid, le Japon a pas réouvert. Donc, j'ai pas du tout pu y aller. Comment t'as fait la prod? On adapte ses horaires. Donc, en fait, le client est américain, le studio est japonais, les graphistes sont aussi en Europe. Donc, je faisais 5h30 du matin jusqu'à 11h. À 11h, je m'arrêtais pendant 3 heures jusqu'à ce que l'Europe commence vraiment à bosser. Et à 15h, je reprenais jusqu'à 19h pour les graphistes européens et le client. Donc ça a été pendant 2 ans un rythme effréné. Ouais. Et encore, il y en a qui sont encore en train de le faire là, et il y a des gens qui ont bossé. Oui, parce que du coup, la série n'est pas encore terminée complètement. Non, c'est ça, presque. Ouais. Mais il reste encore un peu de boulot, et c'est vrai que les contraintes du remote, ça a permis d'être dans une production 24 heures sur 24. Télétravail, hein, pour télétravail, les pardon. Non, mais pas de souci. Oui. Je précise juste pour ceux qui savent pas. Tout le monde a été embauché comme ça, c'est-à-dire qu'au Japon, bien sûr, il y a de quoi embaucher, mais il y a des limites. On peut pas avoir, surtout que le Japon n'est pas forcément habitué à des productions en full CG. Voilà. Ouais. Donc on a dû beaucoup recruter dans le monde entier. Donc en fait, on était une production qui tournait 24 heures sur 24. Il y avait toujours quelqu'un de réveillé, il y avait toujours quelque chose à faire. C'est impressionnant. C'était en flux tendu. Et je sais pas si la série aurait pu se faire comme elle s'est faite si on n'avait pas fonctionné comme ça. Parce que du coup, on aurait eu ces contraintes de 9h, 19h. Je me demande... je me demande comment on l'aurait fait. Est-ce qu'on l'aurait fait plus vite ou plus lentement? Je cherche encore la réponse. Ouais. Et toi, t'as réussi à tenir ce rythme où au final c'était un peu trop chaotique et il y avait du taf tout le temps, parce que justement il y avait toujours quelqu'un qui Voilà, c'était hyper excitant parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me manquait dans des expériences passées. Parfois, c'était ce côté où il y a tout à faire. On a dû construire le pipeline pour cette série en particulier qui a un look très spécial. Et puis c'est de la série, donc le budget c'est pas la série d'un feature, même si c'est la même durée. C'est pas le budget d'une feature. D'un film, ouais. D'un film, ouais. Donc il fallait trouver des façons de bosser efficace, la render farm, les graphistes, et c'est vrai que ça a pris, je pense que j'ai pris 3 mois à bien m'adapter au rythme. Et après, une fois qu'on a trouvé ces marques, qu'on a établi des règles de comment fonctionner en télétravail avec tous ces gens du monde entier, la communication évidemment c'est vital. Que les gens oublient pas de se parler, parce qu'à la fin il y en avait beaucoup qui étaient quand même au studio à Tokyo, donc les infos pouvaient se perdre. En production on était en interne, on était 3,
ce qui est assez peu finalement. Oui, du coup. Et donc moi, mon travail, c'était de gérer le planning de la production. On avait 2 studios d'animation, donc le studio japonais pour lequel j'ai travaillé s'appelle Megalis VFX, et on a embauché 2 studios d'animation, Anima et Marza, qui sont à Tokyo. Alors, c'est que des studios Jap. C'est que des studios Jap. D'accord. Ouais. Et donc là, il fallait, pour la communication, c'était assez spécial aussi, parce que finalement tout est en anglais. Ouais. Ils sont pas forcément très bons. Voilà, ils sont pas forcément bilingues. Donc on avait soit un traducteur, mais en même temps, le traducteur connaissait pas forcément la technique. Donc quand il traduisait, c'était pas forcément traduire limpide. Les termes techniques entre le français et l'anglais et le ça. japonais. Faut être hyper efficace sur la structure de phrase pour pas laisser passer un truc à côté. Et faut pas d'implicite aucun. Ouais, j'avais de la chance d'avoir bossé en Angleterre parce que du coup mon anglais était bon, donc j'espère que ça aide, mais en même temps, bosser en Angleterre avec un bon anglais, ça n'a rien à voir avec bosser au Japon avec un mauvais anglais ou mal adapté. Oui. Et moi j'ai expérimenté ça sur des prods où j'avais une équipe opérationnelle qui était en Inde qui parle très très bien anglais, mais pas le même anglais qu'en Angleterre. C'est pas la même culture évidemment. On passe à côté de détails qui parfois mettent une prod à côté des laits. C'est arrivé plusieurs fois, je vous rassure. Ouais. Mais c'est inévitable, non? Inévitable. Dans ce genre de truc. C'est inévitable parce que c'est culturel. Faut s'y préparer et c'est tout, quoi. C'est ça. Ouais. Et parfois la culture, la manière de réagir des équipes opérationnelles, on peut pas s'y attendre parce que culturellement on n'a pas les clés pour décrypter, quoi. C'est ça. Après, la chance que j'avais, si on peut appeler ça une chance, c'est que moi je suis fan de manga et d'anime depuis toute petite, donc j'ai beaucoup consommé. Je parle pas du tout. Je blablatais, il fut un temps, mais maintenant non. Par contre, je comprends bien. Donc j'arrivais à comprendre quand il parlait avant même que le traducteur parle, mais parce que j'arrive à capter des mots et après j'arrive à me dire à plus B. Oui, c'était il y en a beaucoup qui ont fait 2-3 ans de Jap et qui savent à peine dire Watashi wa, c'est tout je laisse, je me cite pas. Tu parles de toi, là. Oui. Non, ça c'est pas du tout entendu. Non, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé et après j'avais des notions un peu de la culture aussi, de à quel moment c'est bien de parler et à quel moment il vaut peut-être mieux les laisser voir entre eux. Et ouais, parce qu'ils ont une manière de bosser qui est assez particulière aussi, le côté hiérarchique et tout. Même dans l'anime, j'imagine, c'est très présent. Alors c'est très présent et en même temps, moi j'ai découvert quelque chose, c'est que on a ce cliché stéréotype des Japonais qui sont très carrés, très bosseurs, très dedicated au boulot. Et en fait, moi j'ai dédié, et en fait moi j'ai découvert un aspect où il y a ce côté où ils ont envie et ils travaillent beaucoup, mais comme il y a ces incompréhensions culturelles et dans les mots, sûrement aussi, on a parfois pataugé dans la semoule finalement. Alors moi j'ai entendu que ma mère par exemple travaille, je vais pas faire de pub, pour une boîte de boissons rafraîchissantes très connue en France et qui s'est faite racheter par des Anglais à un moment donné, puis maintenant ils sont fait racheter par Asahi, la boîte qui tient le truc de bière. Je fais de la pub finalement. Et donc ils ont affaire à des Japonais, il y a ce côté un peu... oui. Voilà. Oui. Et en fait, ils disent jamais non. Et du coup, exactement. Il y a un manque de transparence. Et c'est vrai qu'en France, il y a quelque chose que autant il y a des choses en France que moi j'apprécie pas particulièrement dans le boulot, autant il y a une franchise qui est indéniable. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est très agréable. On perd pas de temps. En Angleterre, ils sont plus soft, ils font plus attention, c'est plus du politiquement correct, mais toujours en disant la vérité. Et au Japon, il y a ce côté, on va vous dire oui, mais on va pas le retrouver plus tard. Je crois que c'est pas que au Japon, parce qu'en Inde aussi. En Inde aussi, ouais. C'est un peu une culture asiatique de pas vouloir forcément contredire. On n'ose pas, exactement, ils osent pas. C'est vraiment pas considéré comme une bonne chose de dire non au boss. Ouais. Ou la posture du boss. Du coup, la personne va te dire oui, va faire son petit node, et en fonction de la vitesse de son node, il faut aller le voir en one-to-one derrière. C'est ça. Donc c'est même pas une question de politesse, c'est que c'est carrément mal vu, en fait. C'est culturellement instauré que les autres vont mal te juger si tu commences à... Il y a un aspect perdre la face. Ouais, exactement, je pense. Chaud, ça. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois ce cas de figure où il a fallu avoir la même conversation plusieurs fois pour arriver à quelque chose. Il y a aussi cet aspect hiérarchique. Comme moi, j'avais un VFX superviseur et un producer au-dessus dans la hiérarchie, si moi, j'arrivais pas à percer, il fallait leur envoyer la hiérarchie. Et vice-versa, d'ailleurs. Hein. Donc, il y avait plein d'aspects comme ça qui étaient un vrai challenge. Et donc, on a l'impression que c'était compliqué, effectivement. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce projet, en fait ? Qu'est-ce qui t'a fait dire
Allez, go, j'y vais là, ça a l'air trop bien. C'est le pitch. D'ailleurs, on n'a pas fait le pitch du projet encore là. Non. Ouais, bah, tu peux y aller si tu veux. Et puis. Le pitch, c'est on a une petite fille qui s'appelle Onari, qui a été présentée. Les premières images ont été présentées sur Instagram, si vous voulez aller voir, de Tonko House. Et cette petite fille. On mettra dans les liens de l'émission, évidemment, comme d'habitude. C'est ça. Elle vit dans un univers de dieux folkloriques japonais. Donc on a plein de dieux un peu spéciaux. C'est pas du tout le dieu comme on l'entend, hein. C'est vraiment des personnages un peu atypiques, avec des looks vraiment... Genre avec des visages comme des masques japonais un peu, genre Tengu. Il y a de ça, il y a... Je peux pas en dire plus, mais vous allez voir... ils ont présenté 2 personnages déjà, en plus d'Onari, sur le site de Tonko, donc je vous invite à aller regarder. Et vous aurez une petite idée un peu de la spécificité de la chose. On mettra le lien derrière le podcast. Et donc, elle vit dans ce monde de dieux japonais et l'objectif quand on est un dieu, c'est de développer son pouvoir. Chaque dieu a un pouvoir et la série c'est 35 minutes x 4 épisodes de tout ce chemin que va faire Onari pour arriver à ça. Voilà. Qui va être diffusé. J'ai pas la date. Je peux pas vous sur la donner. Netflix, en tout Oui, cas. sur Netflix. Oui, sur Netflix, et donc les premières images vont être diffusées là à Annecy à 14h dans une conférence. Mais il n'y a pas encore de date, mais toi t'as fini Moi j'ai fini. J'ai fini. Il y a quelqu'un qui a pris le relais derrière toi ou vraiment ta partie est terminée? Donc là ils sont en train de finir les épisodes. C'est ça. Donc du coup, ça devrait pas non plus. Non, on n'est jamais en vacances et je pense que ce serait pas du tout pour moi de prendre trop de vacances. Donc non, j'ai enchaîné. Workaholic, comme on dit. Ouais. Tant que je marche tant que je tiens sur mes 2 jambes, je vais bosser. Bon, en tout cas, on devrait pas attendre méga longtemps pour la voir. Déjà, nous, on va la voir. Enfin, moi, je vais la voir cet après-midi. Je suis bien dégoûté. Je te ramènerai 2-3 morceaux. J'ai hâte de pouvoir regarder l'audience pendant qu'on présente. Ça, c'est vraiment quelque chose. J'espère qu'ils pourront mettre aussi. Tu m'étonnes. Ouais, tu seras dans la salle du coup tout à l'heure. J'espère qu'ils mettront aussi un peu plus d'infos en ligne suite à cette présentation. Parce que on a vu le trailer, on l'a regardé hier soir d'ailleurs encore une fois. Il y a une ambiance assez comment dire, en tout cas dans le trailer c'est dans la nuit, il y a un côté presque horrifique sur certains bords, il y a une, c'est quoi la cible du coup de la série? C'est vraiment pour les enfants ou est-ce que c'est un peu tout public? Est-ce que j'ai mon avis et j'ai l'avis général. Ouais, parce que eux visent et voilà, et je pense pas que ni Netflix ni nous on pense vraiment pas que ce soit pour enfants, dans le sens où il y a plusieurs ambiances à différents moments de la série. Donc pour moi c'est du grand public, dans le sens où c'est vraiment le travail d'un film d'animation, dans le sens où ça doit pouvoir parler aux enfants et aux adultes. Et je pense que ça fait très bien ça. Maintenant il faut voir comment l'audience réagit. À la fin c'est toujours l'audience qui choisit finalement. Bien sûr. Il y a une saison 2 de prévue? Pardon? Il y a une saison 2 de prévue? C'est une mini-série. Donc en théorie non. D'accord. Je dis pas en théorie. Normalement, là, ouais, évidemment. Si, hein, on sait jamais. Ce qu'on espère toujours, mais après, j'aime bien aussi l'idée de me dire qu'il y a des histoires qui sont faites pour être racontées et terminées. Et on verra. Au niveau de tout ce qui est perso, décor et tout, comme tu disais, c'est quand même un budget de série. Ouais. Mais est-ce que comme il y a aussi, c'est tout un folklore qui, j'imagine, doit être super dense. Oui. Il va y avoir plein de trucs. Plein de décors, plein de persos. Seul, j'imagine. Ouais, il y a beaucoup de travail, c'est sûr, et c'est là que le talent de Mégali s'est rentré en jeu. C'est que Christophe Rodeau, c'est quelqu'un qui est plein de ressources et c'est un couteau suisse en fait, le fondateur du studio, et il a réussi à trouver plein de façons d'optimiser qui ont permis de faire la série au niveau à laquelle on l'a faite. Et là-dessus, on est très fiers parce que il y a vraiment une qualité que moi je trouve exceptionnelle pour le temps qu'on a passé et le budget. Vas-y. Du coup, ton poste, c'est aussi garantir que au niveau budget, ça dépasse pas sur le travail des artistes. Ouais. Et du coup, tu tiens les rênes du temps de travail et de l'optimisation réalisée par scène. Parce qu'on était peu, je pouvais pas faire du micro management. C'est-à-dire qu'on avait des quotas pour l'animation, mais le reste, il y avait pas de quotas. On avait des objectifs, on avait des plannings à la semaine, au mois, mais on pouvait pas faire comme dans un studio normal où on suit exactement combien d'heures ils travaillent, parce qu'on était en flux tendu, parce que les graphistes bossaient chacun à leurs horaires. Il y avait une espèce de confiance de par le télétravail qui s'instaurait. Quand on a embauché les gens, Christophe insistait vraiment sur le fait qu'il fallait avoir de la passion.
Et le but, c'était pas de faire travailler les gens plus que ce qu'ils étaient payés du tout. Oui, c'est un peu le piège du travail passion, Voilà. c'est clair. Le but, c'était juste que dans le temps imparti, les gens soient motivés parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et que c'était une production très intense, ça, c'est indéniable. De tout ce que j'ai fait, je pense que c'était une des plus costauds. Mm-hmm. Et c'était important que les gens soient heureux de bosser sur le projet et qu'ils aiment le projet. Et moi, on m'a pas pitché j'ai pas tout de suite vu les images, j'ai vu les images qu'une fois que j'avais été embauchée. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'idée de... déjà, le télétravail. À ce moment-là, ça faisait 6 mois qu'on était en télétravail à cause du Covid. Ah, parce que c'était en 2020, du coup? C'est ça. 2000, ouais. Ouais. Alors, et moi, j'étais très heureuse en télétravail. Donc, ça te convient, ouais. Ouais. Ça me convient, j'aime bien. Maintenant, je sais pas si ça sera le cas toute ma vie, mais pour l'instant, j'aime bien. Ouais. J'aimais bien le poste aussi. Le fait qu'on me donne un peu les rênes. J'étais pas toute seule, évidemment, mais c'était un vrai challenge. C'est une nouvelle étape parce que jusque-là, j'avais fait des teasers, des bandes-annonces de jeux vidéo en production management, mais jamais une série entière. Oui, t'avais fait du film, des clips, ouais. des vidéos, promo, quoi. Ouais. Et, du marketing et pas de série, quoi. Voilà. C'est ce qui est une autre échelle. Ouais. Du coup, si je suis bien, là, bientôt, tu vas faire du long. Là, je fais du long. Depuis, ça fait 6 mois que je suis de retour chez Illumination MacGuff. D'accord. Et je travaille sur un long métrage, ouais. T'as le droit d'en parler ou... Je peux pas donner d'infos sur le long métrage, mais je peux vous dire que je suis production manager de Lighting Compo Stéréo. D'accord. Donc les étapes de fin en 3D. En 3D, exactement. Avec les lunettes et tout. Ouais. Ah, c'est trop marrant. C'est 2 fois le job. C'est pas pour moi, mais par exemple pour les équipes, oui, il faut sortir un œil droit et un œil gauche. Et nous, on bosse en œil gauche, et du coup, il faut sortir un œil droit, et ça fait de la stéréo. Ça fait des chocs à pic. Du coup, c'était ta première fois en série. Qu'est-ce qui a été différent par rapport aux autres Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un peu le même parcours que toi, qui a pas encore fait de série? Ouais. À quoi il devrait s'attendre C'est quoi les pièges, par exemple, ou les avantages de travailler sur un truc de cette ampleur-là, quoi? Alors, forcément, les quotas sont très différents, dans le sens où il y a moins de temps pour faire les choses quand on a une série, parce que le budget est pas le même. Donc, moi, j'avais l'habitude d'un quota, par exemple, chez Guff ou ailleurs, de 1 seconde par semaine en animation. Ouais. Et là, on était sur du 4 secondes jour. Ça va encore. Ça va encore pour une série. Oui. Parce qu'on était en blocking, qu'on travaillait en 12 frames par seconde. Et donc, on n'avait pas à faire toute l'étape de smooth, de polish, d'anime. Enfin, moi, je me serais attendu à ce que le quota soit beaucoup plus gros, vu qu'il y a, entre guillemets, je dis bien avec des très très grosses guillemets, moins de travail à faire. Mais du coup, la qualité aurait été, je pense, un peu en dessous. Mm-hmm. Et là, ce qui est appréciable, enfin, j'espère que les gens vont le remarquer, c'est que la qualité reste très bonne, malgré cette idée qu'on a qu'en série, il faut aller vite. Bah, ce qu'on a vu dans le trailer, c'était vraiment quali, hein. Moi, j'étais en tout cas bien surpris. Mais c'est comme ça tout du long. Ça y va. Ça donne envie, voilà, de regarder le reste, ouais, carrément. Après, il y a toujours un temps d'adaptation, au fait qu'il y a 12 images par seconde, hein. Ouais. C'est comme quand tu regardes Ghibli. Je me suis fait reprendre par le doc la dernière fois, donc je fais attention. C'est quoi ça, Ghibli? Les Giboulés, hein, ça n'a rien à voir. Ghibli, c'est Ghibli. Voilà, Ghibli à la bonne franquette, voilà, qui ont voilà, forcément les animés Jap ont ce style. Alors c'est rigolo parce que finalement c'était pas forcément voulu à la base d'être en... Si, parce que tu disais qu'il y avait quand même une envie de faire du stop-mo. Dice avait très envie de faire de la stop-mo. Je pense que c'était un style qui lui parlait beaucoup. Mais c'est vrai que dans les faits, ça aurait pas rendu pareil, et je pense que la 3D a été la meilleure option. Mais il voulait garder ce côté stop-mo avec l'animation, parce que c'est un côté très atypique et ça va très bien avec le style de la série, quoi. Ça a été compliqué à dealer, tu sais ça ou pas? Ou est-ce que vraiment la boîte s'est dit non, pas de problème, vas-y, on y va? J'en ai aucune parce idée. Que c'est... Alors d'ailleurs, c'est une tendance, tu vois, là, sur toute la semaine, là. On en parlait avec le doc hier, il y a énormément de projets où tout d'un coup, c'est bon, c'est acquis depuis Spider-Man, on peut faire du step en 3D, ça gêne plus personne. Jusqu'à même certains extrêmes, on a vu pendant le Netflix Showcase Intergalactic de Kid Cudi. Il y a des moments, tu vois, où ils sont allés trop loin. Il y a pas assez d'images, c'est un peu choquant, tu vois. Bah, je pense que ce qui se passe, c'est que avec Spider-Man, il y a eu évidemment un ouragan qui est passé à travers notre industrie. Quand on a vu Spider-Man, on est tous sortis de là en se disant, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? Voilà. Et je pense que malheureusement, même si on est tous très passionnés, il y a aussi ce côté business et recettes. Et je pense que quand les gens ont vu le succès de Spider-Man,
Tout le monde a voulu surfer sur cette vague. Bien sûr, comme là maintenant Arcane est sorti, tout le monde surfe sur. Tu veux dire que c'est une hype Ouais. esthétique ou c'est une hype économique parce que clairement il y a Pour un moi, gros c'est travail une à faire. hype esthétique parce que ça a rien d'économique. C'est très difficile à faire, c'est très long. Il y a un pipeline qu'il faut vraiment réinventer quand on n'a jamais fait ça et que d'un coup on veut faire de la 2D, 3D. Faut trouver des matte painters de qualité, faut trouver des gens qui sachent peindre sur des frames, faire des FX en 2D. Et ça se perdait parce que ça fait 15 ans qu'on fait de la 3D full. Ouais. Donc ça se perd énormément. Les gens qui sortent des gobelins, ils font pas ça. Ils font de l'anime anatomique. Ils aiment dessiner. Ils aiment pas peindre peindre de l'eau qui splash. Et ça n'a rien à voir avec de la roto non plus. Bah exactement. Donc c'est un nouvel univers. C'est des nouvelles skills qui étaient un peu perdues. Et c'est pas plus mal parce que les juniors qui sortent là d'école, bah on leur réapprend à faire ça. Et surtout c'est des gens qui aiment en général peindre et dessiner. Donc tant mieux. Mais je pense que malheureusement ça fait que les gens oublient que Spider-Man c'est quoi, c'est 7 ans de travail. Ouais, du visual dev et Bah tout. Mais du coup, toi qui étais à ce poste particulier qui te permettait peut-être d'embaucher un peu les gens, en tout cas de les voir en amont Oui. avant qu'ils rentrent en prod, t'as pu apprécier le niveau des juniors et donc le niveau des écoles. Est-ce qu'il y a un décalage entre la réalité de production et ce qu'on apprend à l'école, ou est-ce qu'on est vraiment en phase aujourd'hui? Je pense qu'il y a un énorme décalage, forcément, parce que déjà, à part les gobelins, globalement, vous faites, quand vous allez dans une école de 3D, vous faites une formation qui est très généraliste. Ça veut dire que vous apprenez un peu de tout, et après, s'il y a quelque chose qui vous plaît, à vous de creuser dans votre coin. Vous êtes un peu livré à vous-même. D'ailleurs, quand on parle aux juniors qui arrivent, ils vous disent qu'ils ont pas trop appris à l'école, qu'ils ont dû beaucoup bosser par eux-mêmes, que vraiment ce qui a aidé, c'est de faire les courts-métrages, de fin d'études. D'écouter CGI. Évidemment, On apprend surtout les évidemment, postes. vital. Et je pense que quand ils arrivent dans un studio, on sent la différence entre ceux qui ont envie et ceux qui sont bourrés d'illusions et qui finalement très vite déchantent, parce que ils sont tous capables de faire quelque chose. Mais malheureusement, on est aussi dans une industrie où on exige dès l'entrée un niveau, dès l'entrée des choses, des skills, d'un court-métrage. On n'embauche pas les gens facilement en sortant d'école. Et c'est très dur de se démarquer, je pense. Et malheureusement, moi, je trouve pas ça particulièrement normal qu'il faille avoir une passion débordante et avoir absolument fait du travail en dehors des études personnelles, en plus de tout ce que vous avez fait pendant vos cours, pour se démarquer. Je trouve que l'école devrait vous donner toutes ces possibilités et qu'à la fin, vous sortez tous avec plus ou moins un niveau cohérent. On en parlait hier avec le doc, c'est marrant, il y a quelqu'un qui qui arrivait pas à rentrer dans une école juste parce qu'il savait pas dessiner. On lui disait non, tu rentres pas, tu sais pas dessiner. Pour faire de la 3D. Pour faire de la 3D. Ça existe de moins en moins pour le coup. Je sais pas à quelle école il a postulé, mais de moins en moins, parce que nous on voit énormément d'animateurs qui ne savent pas dessiner. J'en Et en suis général, un. voilà. Donc, et quand on sait pas dessiner, on a peut-être moins la notion de l'anatomie et on comprend peut-être moins les retours Bien sûr. de tous ces superviseurs d'animation qui sont là depuis 40 ans et qui eux te dessinent sur ta frame exactement pourquoi ton coude est pas rotate dans le bon axe. Ce qui va pêcher, je parle en connaissance de cause pour le coup, si vraiment t'as pas un œil, si t'as pas un certain talent pour voir ça, c'est la peeling en fait qui va prendre un coup. Quoi? L'appealing, le fait que tu fasses quelque chose de joli, est-ce que ça rend bien, quoi? Anatomiquement aussi viable, tu vois. Parce que moi, par exemple, ça m'arrive assez souvent d'avoir, ok, c'est bien animé et tout machin, mais en fait, finalement, si on va un peu dans le détail, il y a quand même plein de petites erreurs et c'est, alors tu vois, je bosse sur Arcane, donc je fais pas des shots dégueulasses non plus, mais c'est vrai que ce qui va faire une très très grosse différence entre des très beaux plans et des plans qui sont cool, mais qui ont, c'est l'aspect du perso final. Alors c'est très difficile de mettre le doigt dessus, c'est ce qui est compliqué. Et en fait, c'est marrant, c'est ce qui explique le fait que, en fait, tu peux animer sans savoir dessiner parce que ça va quand même fonctionner. Mais, mettre le doigt sur qu'est-ce que tu dois améliorer dans le facial, dans le corps, etc., dans les lignes, en fait. C'est pour ça que la première chose que t'apprends en anime, c'est le stretch and squash. On te prend une balle et on te montre comment, quand elle rebondit, comment ça impacte le volume de la balle, qu'est-ce qu'elle perd, qu'est-ce qu'elle gagne. Et l'anatomie, c'est un peu ça, mais version un humain, un cheval, quelque chose de réaliste. Mais ça va même plus loin dans le dessin, vraiment. C'est dans le sens
propre du terme, dans les lignes, l'émotion, ouais. le flow. Moi, j'ai un lead qui me parle toujours ça, du flow entre voilà ton sourcil droit, ton sourcil gauche, c'est comme ça. C'est un métier. Et ces choses-là, elles viennent intuitivement quand tu sais dessiner parce que tu t'es forcé, ton œil s'est forcé à. C'est tellement ésotérique pour moi, on dirait de la magie. C'est tellement difficile. C'est de la magie. Au niveau c'est de... vraiment de la magie. À ce niveau-là, c'est Ouais. même moi, je suis là en mode mais comment il a fait quoi. Ouais, moi il y a des moments où j'arrête de me poser des questions. Je kiffe juste ce que Ouais, je regarde. c'est ça. Et ça va, quoi. Au niveau des conseils que tu pourrais donner à des petits juniors qui voudraient bosser dans le domaine et qui sortiraient de ces écoles qui, comme tu disais tout à l'heure, sont un peu en décalage. T'aurais pas deux, trois trucs et astuces Je dirais que déjà ne pas se laisser, ne jamais trop écouter les gens, que ce soit les gens que vous croisez en entretien, que ce soit vos coéquipiers d'école, que ce soit les gens que vous croisez dans l'industrie. Je pense qu'il faut jamais trop écouter ce qui se passe parce que les gens qui parlent sont des gens qui sont déjà dedans et qui ont oublié ce que c'était que de débarquer. Et donc il faut vraiment, si vous avez un cap et si vous avez une envie et si vous avez un objectif, faut s'y coller. Mais en étant aussi à l'écoute dans le sens le respect des autres et voilà. Évidemment. Il y a Comment ça, tu peux pas envoyer atteindre, chez tout le monde Évidemment, Non, évidemment. Je parle pas forcément d'avoir un ego surdimensionné et de débarquer et de dire, bah, moi, je suis comme ça. Et... Avoir les dents longues. Non. Je suis d'accord. Par contre, ne pas se laisser trop influencer par les échecs des autres. Parce que je pense qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup de gens qui ont eu des désillusions et qui souffrent aussi parce qu'ils ont ils avaient cette envie, ils avaient cette faim en commençant et au fur et à mesure, forcément, ça se tasse. Pour beaucoup de gens. Et donc, quand vous croisez ces gens-là, ça peut vite vous impacter. Je pense là-dessus, il faut essayer de se protéger de ça et garder ce feu, quoi, parce qu'à la fin, on est dans un métier de passion. Et avoir conscience que ça peut arriver, quoi. C'est bien d'avoir de la détermination, mais il faut être vigilant par rapport à ça. Parce que comme tu dis, c'est pernicieux, en fait. Tu le sens pas. Et au bout d'un moment, tu te rends compte, ça fait 3-4 projets que tu fais où tout le monde autour de toi t'affecte par ce biais-là, quoi. Ouais, surtout que c'est une industrie où on crée des liens qui sont plus que professionnels, finalement. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent parce qu'ils partagent la même passion, donc ça devient des amis. Il y a plein de gens qui se rencontrent et qui finissent mariés. Il y a de tout. Donc, vous voyez, le festival d'Annecy, moi, comment je le décris, c'est tous les avantages du boulot sans les désavantages. Il y a pas de stress, il y a pas de quota, il y a pas de taf. Mais il y a tous les collègues. On parle d'animation, on partage quelque chose et c'est ça qui est plaisant et ça, il faut pas le perdre. Et tant que vous perdez pas ça, surtout quand on est junior, et trouver des mentors, je pense que c'est vital. Se rattacher à des gens qui vous inspirent et qui vont prendre le temps pour vous aussi. Mais en production, c'est compliqué. C'est des gens qu'on voit pas forcément, on sait pas qui c'est. La production, c'est assez spécial parce que déjà, il y a ce côté très ingrat. Les graphistes en général arrivent pas à comprendre ce que c'est la prod. Pour eux, la prod, c'est vraiment cette entité stressante. Et ce qui est très dur, c'est que quand vous dites bonjour, moi quand je dis bonjour aux gens, quand je viens leur parler, leur poser une question, avec toute la gentillesse du monde, ils peuvent être très stressés. Ça peut vraiment les angoisser. Et là-dessus... Juste de par ton poste, en fait. Ouais. Et ça, c'est très dur à encaisser et ça prend vraiment du temps pour se dire, bon, c'est comme ça, maintenant je peux juste faire au mieux pour que ça passe bien et être agréable, mais ça, c'est très dur d'être vu comme un... Ça a été plus dur à faire... Pardon, comme un... Je te laisse non, dire. comme un espèce comme une boule... On génère du stress avant même d'avoir ouvert la bouche. Stress. Ouais. Une espèce de aura façon Dragon Ball Z autour de toi. Exactement, je suis un Super Saiyan avant même d'avoir hurlé, quoi. De toute façon, œil de Sauron même, je dirais. Ouais, non pour les malheureusement. graphistes, ouais. Ah oui, pas alors pas que la prod est ton amie, elle te veut du bien. Et en théorie, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas comme ça, mais en tout cas, moi, j'essaye, mais en théorie, on est là pour faire que vous fassiez... pour que vous vous éclatiez, quoi. Est-ce que ça a été plus dur à mettre en place pendant, justement, hein, donc t'as fait tout Oni, tu l'as fait en télétravail? Oui. Complètement. Tu m'avais dit, quand on s'était rencontrés, que t'avais même pas... J'ai jamais rencontré Christophe Rodeau, par exemple, avec qui j'ai bossé tous les jours pendant 2 ans. J'ai rencontré pour la première fois le Tonko House, parce que j'ai été moi-même à San Francisco dire bonjour, parce que j'en pouvais plus. J'ai vu des graphistes qui étaient à Paris, on s'est rencontrés. Mais sinon, il y avait des gens aux États-Unis, au Canada, en Australie. Et donc, est-ce que t'as pu amener ce confort, du coup, alors J'ai fait ce que j'ai pu. Je pense que j'ai pas réussi partout, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a des gens où clairement on a créé des liens. Je pense à une superviseure qui s'appelle Mariam Di Ferrer, qui est la superviseure asset du projet, où elle, je pense qu'on va rester amis jusqu'à nos jours. J'ai été la voir en Espagne. Voilà, il y a eu des liens très forts qui se sont créés.
Et après, pour le reste, malheureusement, bon bah oui, il y a eu des moments où c'était dur de créer un lien social qui faisait que il y avait pas cet œil de Sauron production. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, j'imagine bien. Ouais. C'est toujours une question que je me pose, moi. C'est est-ce qu'on y gagne? Parce que là, on est en train d'expérimenter tout ça. Ouais. Et au final, au global, est-ce qu'on y gagne? Est-ce qu'on y perd? Est-ce qu'au final, c'est équivalent, mais avec juste ça déporte des problèmes ailleurs? J'ai des amis animateurs qui me disent pareil. Pour eux, le télétravail, ça va très très bien. Ils sont pas du tout à l'aise avec le côté on va se parler à la machine à café et parler avec son équipe toute la journée, et ça leur génère un stress même carrément. Quota. Ouais, en plus, à tout le monde autour qui te rappelle. C'est ça, ou que tu croises quelqu'un en prod et la personne, dans ta tête, tu vas dire, mince, elle m'a vu prendre un café, elle va se dire que je glande. Ou j'arrive à 10h30 parce que, moi, je suis pas du matin, j'arrive à 10h30. Je parle des gens qu'on a pu croiser. Et je pense. Tu te lèves et tu vois tous tes collègues qui travaillent, tu te dis merde, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Bien sûr. Et je pense que encore une fois, c'est vraiment, ça dépend des gens. Il y a des gens qui le vivent très bien et qui ont besoin de ça maintenant et qui performent beaucoup mieux comme ça. Grave, voilà. ouais. Et il y a des gens où c'est intolérable pour eux, ils ont beaucoup souffert et malheureusement, on est dans une situation maintenant où on se retrouve avec de tout. Il faut essayer de respecter parce que c'est difficile d'imposer le retour, même si ça va arriver, je pense, sans le dire explicitement. Imposer le retour, c'est-à-dire le retour au studio, je pense il y a un moment, je pense que les équipes vont se renouveler naturellement par qui vient et qui est parti. Ouais. Et c'est malheureux, et j'espère que ça se passera pas comme ça, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se profile. Je pense qu'il y a tout simplement des gens qui vont pas être renouvelés parce que ils veulent être en télétravail, parce qu'on va trouver des gens qui veulent être sur place. Et tu veux dire que les boîtes vont finir par trancher en disant c'est l'intermittence aussi c'est le jeu de l'intermittence. Ouais, si on était tous en CDI, monde merveilleux, on peut rien faire. Par contre, en intermittence, on peut finir un contrat sans dire que c'est pour ça. Et là-dessus, je pense qu'il faut se méfier. Et je pense aussi aux juniors. Je pense que c'est très dur en tant que junior de commencer en télétravail. Je pense qu'eux, ils ont besoin d'être sur place. Ils ont besoin de voir. Ouais. La tentation va être forte, quoi. C'est ça. Parce que du coup, ça t'ouvre un peu toutes les portes aussi. Donc, c'est ça. Et toi, tu trouves que c'est important d'avoir une première expérience en équipe, quoi. Ah ouais, je pense que c'est vital parce que ces gens-là, les gens qui débarquent et qui arrivent, ils ont besoin du contact, ils ont besoin de pouvoir se poser derrière leur lead et de regarder l'écran. Ils ont besoin que le lead puisse prendre la main et voir avec eux et poser des clés ou leur faire la retake devant eux. Ils ont besoin de ce contact. Et même le lien social. Quel que soit le poste. Ah ouais, je pense, vraiment. Ouais. Je suis d'accord. Hein. Vincent, tu voulais dire Même en production, d'ailleurs, c'est plus humain. Moi, quand j'étais à ce genre de poste, étant plus jeune, j'aimais bien qu'on me montre des choses. J'avais l'impression d'apprendre encore plus qu'à l'école. Et j'avais les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le vis en position de lead avec des gens qui sont plus juniors. Comme on est à 2 jours de présentiel et 3 jours de télétravail, il y a des jeunes qui méritent d'apprendre plus et qui ont vraiment un petit côté créatif que j'aimerais bien plus exploiter, mais comme je suis pas suffisamment présent, je les vois partir dans des directions qui sont pas celles que j'aimerais avoir, et c'est dommage. Et je peux pas faire autrement. J'imagine que ça se repose tellement plus quand tu fais du télétravail sur ta détermination à toi. Ah ouais. T'as personne derrière pour te pousser, donc si tu bouges pas ton cul, c'est Et mort, en fait, la carotte, c'est pas normal d'exiger de quelqu'un de travailler par passion. En théorie, on est censé pouvoir travailler parce que c'est un boulot, on est payé pour ça, et basta. Et là, on exige des gens qu'en plus, ils aient une passion qui les pousse à avoir cette motivation de chez eux, derrière leur ordi, alors que maintenant, ils peuvent jouer à Counter-Strike pendant qu'ils bossent, quoi. C'est ce que je veux dire. D'ailleurs, t'en parlais un peu tout à l'heure à mots cachés. Est-ce que vous avez des KPI sur les performances des opérateurs? Des quoi, KPI? Qui indice performance, c'est-à-dire savoir si au niveau de leur quota, de mois en mois ou de semaine en semaine, s'il y a une progression ou une... Alors, on a des moyens de le savoir. Moi, perso, ça m'intéresse pas du tout de savoir ça. Parce que je considère que, on est humain et qu'on peut avoir des moments... En plus, ce qui est très difficile de quantifier et de jauger, c'est... On va vous donner un shot, par exemple. Je parle un animateur, un keyframe. On lui donne un shot, et 2 semaines plus tard, on lui donne un autre shot. Les 2 shots, ils vont jamais avoir la même difficulté, le même niveau, les mêmes nombres de persos, la même exigence. En fonction des feedbacks du réal ou du superviseur, ça va vous prendre plus de temps, moins de temps. Le shot va plus vous parler, donc peut-être que vous allez être plus inspiré. Le shot va avoir besoin de plus de recherche artistique parce qu'au layout, ils ont pas réussi à trouver exactement ce qu'ils voulaient. Donc si vous regardez juste les chiffres, ça vous suffira pas, vous aurez pas toutes ces infos. Et ça, c'est impossible à avoir et à quantifier. Mais ça, des fois, t'as des gens au-dessus de toi qui veulent pas le savoir, en fait, qui te disent juste,
par exemple, la Gueuf, je sais que c'est des quotas en anime par semaine, tu Ouais. vois. C'est pas du second jour. Ils s'en fichent de savoir si le Donc, plan fait 150 frames ou, Voilà, ou 15. il faut qu'il y ait, je sais pas, 30, 35, 40 plans par semaine qui sortent, et puis bah basta, tu te débrouilles. Donc là, après, c'est le rôle des coordinateurs de C'est- jouer avec tout ça, quoi. Voilà, on essaye de balancer pour que cette semaine-là, si le graphiste fait un plan qui fait 150 frames, les 2 prochaines semaines, il va faire des plans de 30 frames. Par exemple, l'idéal, c'est ça. Ça Après, fait je sais partie que dans de- les faits, c'est pas ce qui se passe. Hein, mais... Ça a fait partie de ton rôle sur Oni, par exemple, de essayer de sur Oni, dispatcher comme ça les choses. Ouais, sur Oni, c'était vraiment un couteau suisse. Fallait tout gérer. Donc moi, comme on était que 3, on avait un coordinateur qui était sur place au Japon qui s'occupait du layout. Donc moi, j'ai rien eu à gérer sur le layout, à part le schedule pour livrer au département d'après. Le planning. Le planning, pardon, pour le département d'après. Et on avait une assistante de production qui nous aidait avec toute la communication, la traduction, parce qu'elle était japonaise, mais elle parlait très bien anglais. Et après, moi, j'ai géré tout le reste jusqu'au Et du compo. coup, c'était toi qui avais le rôle de budget keeper aussi, ou c'était quelqu'un d'autre? Non, ça c'était Christophe. Christophe Rodeau a géré le budget avec, évidemment, moi j'ai une co-production manager côté Tonko House qui s'appelle Hyojin, qui est très talentueuse, qui parle anglais donc elle comprendra pas même si je lui dis ça, et qui est là avec nous aujourd'hui et elle nous aidait. Ah, tu lui diras en personne du coup. Oui, je lui dis depuis 2 jours. Mais elle, pareil, elle nous aidait avec l'aspect budgétaire. Mais c'est vrai que il y avait tellement de choses à gérer en étant 3 que parce qu'à la fin c'était une production avec on devait être 120 et sur 2 ans et 35 minutes par épisode, quoi, 4 épisodes. Donc il y avait un gros volume, beaucoup d'assets, beaucoup de persos, beaucoup de sets, beaucoup de décors, beaucoup de choses à faire. Et donc il y avait Netflix derrière aussi. Oui. Ils Moi, ont j'ai été, pas eu beaucoup d'interactions avec Netflix, mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu évidemment des reviews, où là, donc nous, on préparait les images. Ensuite, Tonko House les présentait à Netflix, et après, on avait les retours de Netflix. Et globalement, ça s'est très très bien passé. Parce que c'est pas un projet qui vient de Netflix. Non. C'est écrit et réalisé par Dice et Robert. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose chez Tonko House qui est très spécifique, c'est ils veulent vraiment faire des projets écrits par eux. Parce qu'ils ont besoin d'avoir envie de raconter une histoire qui est la leur finalement. Et ils ont des histoires très spécifiques. C'est Dice par exemple, il est japonais et américain, et il raconte que quand il était aux États-Unis, il était considéré comme japonais, et quand il rentrait au Japon, on lui disait non, t'es américain. Et donc chacun, ils ont des histoires vraiment à raconter. C'est des garçons très très créatifs. Qu'ils ont mis dans Oni, ils ont essayé de mettre des pièces comme verrez. ça dedans. Vous verrez, ouais. Mais ouais. vous Non, allez parce que voir. ça paraît un peu incompatible avec une histoire de folklore japonais. Enfin, tu vois. C'est la beauté de l'artistique, c'est qu'ils arrivent à raconter des histoires à travers des comment on appelle ça, de façon très inattendue. Ouais. Onirique. Ouais. Joli. Poésié, je sais pas. Métaphorique. C'est ça. On va dire. Ouais. Non, Okay. ils ont une créativité sans fin. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Oni? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Moi, je vois qu'on a fait un bon retour. Hein. Je sais pas, mais j'ai envie de voir le truc. Mais oui, et venez, et je j'ai vous invite tous à venir le voir parce que. comprendre un peu plus le métier que tu fais. Parce que oui, c'est vrai qu'on n'a pas rentré dans le détail. On pourrait faire une émission spécialisée sur. On avait fait les production. Alors, je vais pas écorcher leur poste parce que je me souviens plus exactement. Coordinateur. On avait eu. Mais j'ai l'impression que c'est un peu différent dans chaque boîte. C'est très différent dans chaque boîte. Bien sûr. Et puis alors là, en plus, avec un métier en télétravail encore plus, quoi. Oui. Un site qui regroupe un panel de métiers qui est à peu près dans le même domaine, mais complètement différent. Ouais, on a vu tout à l'heure, production manager, line producer. Ouais. Chez Framestore, vous avez assistant de prod, coordinateur de production, line producer et VFX producer. Et donc l'idée, c'est l'assistant de production aide avec tout ce qui est réserver les salles pour les dailies, le planning, toutes les petites choses si on peut s'en délester, tant mieux. Ensuite, le coordinateur, en général, on l'assigne à un département ou une séquence, et lui, il va gérer du jour, comment on appelle ça? Enfin, le micromanagement de prendre des notes, le quotidien, prendre des notes en review, mais il va pas s'occuper du planning, donc il va pas changer les dates. Il va pas essayer de planifier à l'avance. Tout ça, c'est le travail du line producer qui gère les coordinateurs et qui adapte en fonction de s'il y a eu des retours pour un plan. Ça veut dire qu'il va prendre 2 jours de plus. Donc dans Shotgun, on va adapter.
Donc il y a ce côté schedule, on va dire, avec le line producer, et ensuite le VFX producer, c'est vraiment celui qui gère le client et tous les gens qu'on vient de mentionner. D'accord. Donc c'est des espèces de pyramides Qui est un peu plus varient. loin de la chaîne de fab finalement. Oui, le VFX producer il va suivre la chaîne de fab de très loin. Le line producer va essayer de venir partout, mais il va pas mettre les mains dans le cambouis. Par contre, c'est le line producer qui va essayer de dénouer les situations un peu entre départements qui peuvent générer des stress. Par exemple, sur Paddington 2, il y a une scène où vous avez l'ours qui se noue dans un énorme câble. Et le câble et comment on fait l'ours et la simu et tout ça, c'était du coup du CFX, du VFX, enfin du FX, et de l'animation, tout mélangé, et il fallait mettre les 3 départements ensemble pour voir c'était quoi la meilleure approche. Ce que tu disais, Djeko, dans d'autres boîtes, on appelle ça un CJSup. Exact. Ouais, Donc c'est vraiment des postes équivalents mais qui n'ont pas le même nom, quoi. Le line producer est toujours, évidemment, suit toujours le CJSup. C'est le CJSup qui a la connaissance technique et qui va prendre les décisions. Mais le line producer, il va faire en sorte que le CJSup se pose avec les bonnes personnes et va adapter vraiment l'aspect production et pas l'aspect artistique ou technique d'ailleurs. Ouais. Mais moi, par exemple, j'adorerais qu'il y ait plus de postes où les producers aient un aspect CJSup en fait, parce que à force de bosser, on a une connaissance technique. Alors je dis pas que c'est tout le monde, et je dis pas que tout le monde a envie. L'investissement, voilà. C'est ça. Mais moi, je sais que j'ai passé des heures et des heures à vérifier ce qu'on appelle des bakes, où en gros c'est une passe technique d'animation pour vérifier que il y ait pas de pénétration, il y ait pas d'éléments cassés ou d'éléments non animés dans la scène. J'ai passé des heures à faire ça avec les CJSup, et maintenant je sais le faire toute seule. Donc il y a des choses où moi j'aimerais bien qu'il y ait cette passerelle. Ça serait vraiment un rêve, quoi. Ça c'est un truc que je dirais aussi à tous les juniors là qui sortent d'école. Vraiment être très attentif, peu importe la position que vous avez, être attentif à tout le reste. Moi j'ai fait 6 ans en fixe anime à Guff, donc je rêvais d'être animateur, mais je n'avais pas encore les skills à l'époque. Et le fait d'avoir été à toutes ces reviews, de voir les retakes de tout le monde, d'être attentif à ça, etc. Bah en fait, en sortant, j'avais un œil qui était formé, quoi. Alors oui, il fallait encore que j'apprenne la méthodo. Désolé, j'ai un petit peu un chat dans la gorge, comme on dit. Mais j'avais un œil en fait, et ça m'a vachement aidé après pour rebondir. Si en plus t'as envie de changer de poste, c'est encore plus bénéf. Et c'est souvent des choses qui sont hyper appréciées quand tu passes en entretien et tout, et tu rends compte que la personne en fait elle est pas juste intéressée à son truc, mais que elle a une conscience un peu du process global. Et alors en production, j'imagine que c'est encore pire, parce que il faut vraiment plus t'as de connaissance de l'ensemble, et plus c'est simple de gérer, de comprendre pourquoi telle personne s'énerve, pourquoi telle personne dit que non, c'est plutôt Jean-Michel qui doit le faire, et non, c'est plutôt il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est vrai qu'en production, c'est assez rare de croiser des gens qui comprennent le pipeline. En fait, en production, vous êtes obligé un peu de passer par chaque département pour monter en hiérarchie, parce que c'est bien de connaître de tout. Et le problème, c'est que il y a plein de gens qui arrivent et qui connaissent pas le pipeline et qui comprennent pas comment les départements sont liés entre eux, comment une pénétration peut impacter le CFX, comment, j'en sais rien moi, au layout il faut avoir une caméra clean, sinon en animation ça pète, etc. Et c'est vrai que les graphistes sont souvent frustrés de parler à des gens où ils ont l'impression qu'on comprend pas ce qu'ils disent. Alors donc que c'est leur rôle en plus de faire le lien entre les départements. Exactement. Du coup, ça pose problème. Donc on peut le faire. Il y a plein de gens qui arrivent à faire de la production sans comprendre tous les tenants et aboutissants. Voilà. Ça fonctionne, Mais un bon producteur et un bon coordinateur qui se démarque et avec qui je pense les graphistes ont un plaisir à bosser, c'est celui qui comprend ce qu'on dit. Et ça, je peux que encourager les gens à vraiment étudier le pipe, quoi. Et les graphistes, pareil, vous gagnerez en respect et en skill à comprendre que le mec d'après, il a besoin que vous livrez, que vous fassiez ça, ça et ça. Ouais. N'hésitez pas hésiter à poser des questions. Ah ouais, non. Toujours, ça c'est la base. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà. Vraiment. Est-ce que tu as des références, des sites, des livres, des choses comme ça pour ce genre de métier, des choses auxquelles les gens qui veulent en savoir un peu plus peuvent... Déjà, je conseillerais de vraiment bouffer de l'animation, de regarder des films, mais tout le temps, tout ce qui sort. Moi, je sais que j'adore suivre tout ce qui sort parce que c'est juste ça, c'est une très bonne école. Shotgun pour la prod, et même pour les graphistes. Franchement, il faut rentrer le nez dedans, quoi. Ouais. Parce que c'est vital, c'est utilisé partout. Shotgun ? Ouais. Toujours. Ouais. J'ai essayé d'autres choses, mais Shotgun, c'est
c'est magique, quoi. Quand on comprend, mais c'est vrai. Aussi, hein. Bah oui, mais bon, Nuke et Maya, pour nous aussi, c'est une machine à gaz. Ouais. Donc là-dessus, il faut faire un pas chacun vers l'autre. Hein. Et je pense que pareil en production, il faut ouvrir un Houdini, il faut ouvrir un Maya, il faut aller voir. Je t'ai même pas demandé d'ailleurs, Oni, ça a été fait sur quoi? Oni, c'est Houdini, Maya, non, oui, Maya. Maya si, pour les animateurs, ouais. Ouais. La Render Farm, il y a de tout. Ouais. Ouais, parce qu'en plus vous étiez en télétravail, donc j'imagine que vous avez dû faire appel à des systèmes online. en cloud et Absolument. tout. Ouais. On a été obligés parce qu'on a de la farm sur place chez Megalis, mais il fallait plus, quoi. Là, c'était colossal. Donc des livres, pas spécifiquement. Moi, j'ai pas étudié la 3D ou. Ouais, c'est pas quelque chose qui s'est. Je sais pas s'il y a des formations pour la spécifiques production. pour faire Il y a des écoles qui font, en gros, vous pouvez apprendre le graphisme et en même temps, il y a des cours de production. Donc, il y a des gens qui savent, qui ont les bases en 3D et qui finissent par faire de la prod. Et en général, ça fait les meilleurs prods, hein, les gens qui ont été graphistes. Maintenant, regarde, tu sors d'une école finalement plus commerce. J'ai pas dit que j'étais la meilleure. On essaye, mais sinon, en école, moi, je saurais pas vous aider, j'ai pas fait ça. Donc, T'as pas dit que t'étais la meilleure, en tout cas, ça se voit, que t'as du plaisir à l'ouvrage. C'est gentil. Ouais, ça s'entend et ça se voit. Ton dynamisme, j'espère qu'il est transmis dans l'enregistrement, là, mais clairement, on a envie de travailler avec toi. Merci. Ouais, on a envie d'y aller aussi, tu sais, on a envie de rentrer avec toi et de dire, allez, on va te défoncer. On y va, là. Let's go. Bon bah ok, super. Si vous n'avez rien de plus à ajouter, on peut clôturer. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un plaisir. Merci Elise d'avoir été là. Bah j'espère que ça a été un plaisir pour nous. Pour nous ça a été un plaisir, mais pour eux qui nous écoutent, pour vous là, les patriobipèdes. Et j'ai très hâte d'aller voir cette présentation cet après-midi. Moi aussi. On va pas tarder là. Super hypé. Ouais. Merci encore Lise-Marie Amar. Merci mon cher Djeko. De rien mon cher Léo. Donc merci à tous, merci à vous. Et à très bientôt les bipèdes. À bientôt les bipèdes. Merci.